prévention primaire, on désire être préparé à faire face lorsque la problématique va se présenter, dans l'objectif d'empêcher l'apparition de problèmes. Il est prouvé que la prévention primaire est l'une des formes de prévention qui produit le plus d'effets bénéfiques à long terme. Malheureusement, les stratégies de prévention primaire sont souvent celles auxquelles les organisations ont le moins souvent recours parce qu'elles nécessitent beaucoup de temps, de coûts et d'énergie généralement. Alors, si je reviens, je vous parlais de l'analogie du bateau. Concernant l'analogie du bateau, aucun capitaine digne de ce nom ne serait parti au large sans avoir préalablement équipé son bateau d'outils pour faire face à une tempête. Alors, un capitaine souhaite pouvoir faire face à toutes les éventualités. Par exemple, il pourrait mettre comme équipement des vêtements de flottaison, une bouée de sauvetage, une lampe étanche, une pompe de cale manuelle, des feux de navigation, un dispositif de remontée à bord ou une trousse de premiers soins, par exemple. Donc, il veut, avant de partir, s'assurer qu'il a tous les outils pour faire face à une éventuelle tempête. La deuxième forme de prévention est la prévention dite secondaire. Alors, avec cette forme de prévention-là, on désire intervenir dans un stade précoce. L'objectif, justement, c'est de réduire la prévalence qu'un trouble se développe. On cherche à diminuer les conséquences de l'événement. Alors, le recours au désamorçage, au débriefing psychologique ou au débriefing opérationnel sont souvent des exemples de prévention secondaire. Donc, on se retrouve en pleine tempête et là, on déploie des outils pour justement éviter d'avoir des impacts. Alors, on revient à notre capitaine. Dans la tempête, il pourra utiliser son équipement, c'est-à-dire qu'il pourra mettre sa veste de flottaison, lancer sa bouée de sauvetage si l'un de ses passagers tombait à l'eau, utiliser sa pompe de cale manuelle s'il y avait infiltration d'eau. Bref, le capitaine veut limiter les risques pour la santé de ses passagers et il pose des actions pour préserver justement son voilier de la tempête. Alors, il veut que son voilier en sorte de cette tempête-là avec le moins de dommages possible. Alors, dans une organisation, quand on déploie de la prévention secondaire, c'est justement pour éviter que les gens en ressortent avec le moins d'impact psychologique après l'événement. Et la troisième forme et dernière forme de prévention est la prévention tertiaire. Alors, la prévention tertiaire est déployée lorsque la problématique rencontrée occasionne malheureusement des dommages. Alors, on a mis en place la prévention primaire, on a mis en place des outils de prévention secondaire, mais malgré tout, il y a des impacts qui se sont fait sentir chez quelques personnes. Donc, on veut justement, avec la prévention tertiaire, on veut justement réparer les dommages pour éviter qu'il y ait d'autres complications. C'est des outils qui ont davantage de forme curative, qu'on pourrait dire. Alors, si je reviens à mon analogie du voilier, alors la tempête est maintenant terminée, malgré tous les efforts du capitaine pour limiter les dégâts. Son voilier a malheureusement été abîmé. Le voilier a subi, par exemple, d'importants dommages qui nuisent à son fonctionnement. En l'absence d'intervention de la part de mon capitaine, les dégâts voiliers vont probablement s'accentuer. Et plus le capitaine va attendre avant d'intervenir, plus les dommages seront importants et difficiles à réparer. Alors, le capitaine doit poser des gestes pour réparer son voilier s'il veut le rendre, dans le fond, navigable à nouveau. Et qu'est-ce qui serait arrivé à notre capitaine si, dès le départ, il n'avait pas été prévoyant en ajoutant l'équipement nécessaire dans son voilier? Si le capitaine n'avait pas utilisé son équipement lorsqu'il s'est retrouvé confronté à la tempête, et s'il n'avait pas mis en place des gestes rapides après la tempête pour réparer son voilier, alors je pense qu'on aurait eu un gros SOS comme on voit là. Alors, les avantages d'intégrer la prévention sont multiples. Alors, je ne les lirai pas tous, mais on voit, entre autres, une diminution des problèmes de santé physique, diminution de problèmes de santé psychologique, diminution des problèmes familiaux, de l'utilisation de stratégies négatives d'adaptation, du taux d'absentéisme, diminution du présentéisme aussi, des changements de fonction. On a aussi, l'augmentation des performances de travail et autres. J'ai des chiffres intéressants pour vous en lien avec la prévention. Le conseil du patronat, lors d'une étude du Conference Board RIC Analytica en 2012,
rapportait en fait qu'il en coûtait 7 milliards de dollars, disons 21 milliards de dollars en santé psychologique, dont 6 milliards en fait juste pour l'absentéisme et le présentéisme. De plus, je dirais qu'il y a près de 12 de la masse salariale qui était dépensée en coûts d'absence et en problèmes psychologiques. Donc, c'est la santé psychologique représentait en fait la première cause d'absence de longue durée. Donc, pour une organisation, la prévention, ça doit être une priorité à ce niveau-là. Alors, j'arrive maintenant un peu à l'objet de la formation. Regardons les trois principaux outils, qui est le désamorçage, le débriefing psychologique et le débriefing opérationnel. Alors, je vais débuter avec le désamorçage comme premier outil. Tout d'abord, c'est quoi le désamorçage? Dans la littérature, il existe plusieurs synonymes. On retrouve le terme souvent diffusing, qui est le terme anglo-saxon. On parle aussi parfois de verbalisation émotionnelle, de déchocage ou de récupération émotionnelle. C'est aussi des termes qui sont couramment utilisés. Le désamorçage, en fait, c'est une méthode d'intervention préventive. Alors ici, il n'est pas vraiment question d'intervention curative. Un désamorçage n'est pas une thérapie. Alors, on se rappelle qu'on est vraiment dans de la prévention secondaire, on est dans la tempête et on met en place cet outil-là pour éviter justement qu'il y ait des dommages à long terme. Donc, c'est une forme de prévention dite secondaire. Un désamorçage adopte généralement une approche qui est plus ou moins structurée. Bien que cette méthode-là comporte quelques étapes, elle permet beaucoup de souplesse, c'est une approche davantage informelle. Alors, si j'omets une étape ou si j'inverse une étape, bien, ça a plus ou moins de conséquences pour le déroulement du désamorçage. Et le désamorçage peut être effectué immédiatement après la fin des événements. Alors, idéalement, on suggère de le faire dans les 3 heures suivant l'événement. Parfois, ce n'est pas toujours possible suite à l'intervention de le faire. Alors, c'est jamais trop tard pour le faire, mais on dit idéalement dans les 3 heures. Et un désamorçage, c'est destiné aux événements qui sont à la fois stressants, bouleversants et aussi pour les événements qui sont de nature potentiellement traumatisants. Que vise en fait le désamorçage? C'est quoi les objectifs? Un désamorçage permet de freiner l'intensité émotionnelle ou l'évolution d'une crise. On veut encourager, dans le fond, les gens à verbaliser leurs émotions et leurs pensées pour éviter que les gens ruminent seuls l'événement. L'aspect opérationnel ici doit être mis de côté. On doit favoriser l'expression des émotions. L'aspect opérationnel doit être dans un second temps. Le désamorçage permet aussi de faire une transition entre l'événement et le retour à la réalité. C'est comme un arrêt marqué, en fait, une pause qu'on se permet. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. J'explique souvent le désamorçage de cette façon-là avec l'analogie d'un verre d'eau. Là, vous allez dire que j'aime beaucoup l'eau. Ça fait quelques fois que je vous donne des analogies avec de l'eau. Alors, imaginez que vous avez un verre d'eau et le verre est rempli au quart. Alors, lorsqu'on commence notre quart de travail, l'eau qui est remplie au quart peut représenter un peu nos problèmes qu'on a dans notre vie personnelle, par exemple. Des conflits avec les enfants ou une conjointe ou des problèmes financiers ou de la maladie, par exemple. Alors, on entre au travail, notre verre est déjà rempli au quart. Et soudainement, on doit faire face à un événement qui, disons, est très bouleversant ou peut-être même potentiellement traumatisant. Et le verre se remplit à ras-bord. Alors, il n'est pas au quart, maintenant, il est rendu très, très plein et presque il déborde. Alors, qu'est-ce qui arrive si l'intervenant, je le désamorce pas et je le laisse dans cet état-là? Alors, le reste de son quart de travail, bien, en fait, il va être moins efficient, c'est certain, parce qu'il va marcher un peu très, très tranquillement pour éviter que son verre d'eau déborde. Alors, et c'est important de lui faire prendre une gorgée parce qu'il va craindre qu'un autre événement vienne faire déborder son verre.
Alors, le désamorçage, quand la personne, il y a quelqu'un qui le fait, bien, ça permet aux gens, justement, de prendre une bonne gorgée d'eau. Pas de vider le verre au complet, ni d'aller jusqu'au corps comme il était le matin au moment d'entrer, mais au moins de faire prendre une gorgée pour permettre aux gens, justement, de faire une transition entre l'événement, puis de verbaliser leurs émotions. Donc, c'est ce que j'aime du désamorçage. Ça permet aux gens de pouvoir retrouver rapidement, en tout cas, de faire une transition. Maintenant, si on regarde les particularités pour bien comprendre le fonctionnement d'un désamorçage, en fait, un désamorçage, c'est sur une base volontaire. Alors, il ne faut jamais obliger les gens à participer à un désamorçage. Toutefois, on peut, si c'est vous qui le suggérez à des collègues, on peut être un peu ratoureux et leur dire justement qu'ils ne seront pas obligés de parler, mais d'y participer. Alors, ils pourraient en retirer des bénéfices, là, même s'ils ne parlaient pas. Ce qui est agréable d'un désamorçage, c'est qu'il peut être réalisé à proximité des lieux d'un événement. Donc, ça pourrait être dans un couloir à l'hôpital, dans le stationnement de la caserne, par exemple, ou au poste de police. Donc, c'est vraiment très informel. Les lieux peuvent être informels. Un désamorçage ne requiert généralement que quelques minutes. Alors, il s'agit d'une intervention qui est brève, qui est limitée dans le temps. On se rappelle que le désamorçage, ça n'a pas pour but d'être curatif, mais préventif. Donc, très souvent, les désamorçages que j'ai faits auprès de victimes qui venaient de subir différents types d'événements dans ma carrière, parfois, on avait 5, 10, 15 minutes où les gens, on leur tendait la perche là, pour pouvoir ventiler et généralement, ça faisait vraiment, c'était très apprécié, même si c'était de courte durée. Un élément important ici, c'est qu'un désamorçage, ça s'adresse aux gens qui sont directement impliqués. Alors, c'est important de réunir uniquement les gens qui ont été impliqués dans l'événement. On veut éviter que les gens, justement, qui ont été impliqués, ne se sentent pas jugés par ceux qui n'étaient pas impliqués. La nature humaine étant que si je ne suis pas impliquée, alors, en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que je peux me transformer en gérant d'estrade. Également, je voudrais finalement, le désamorçage, ça peut être effectué par un père, un collègue de travail, idéalement un superviseur. C'est pas réservé uniquement aux professionnels, mais il faut faire attention. La personne qui le fait ne doit pas jouer au psychologue et doit aussi, en fait, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle offre une présence, un soutien et qu'elle encourage les gens à verbaliser. C'est important que la personne qui le fait, que le père qui le fait, le collègue, soit à l'aise et surtout bien formé à faire du désamorçage. Parce que l'absence de formation risque d'exacerber les réactions des gens et on peut avoir la difficulté à récupérer les débordements émotionnels, par exemple. Alors ici, on parlait justement du désamorçage. Je vous introduis maintenant au débriefing psychologique. Alors, on va avoir l'occasion de voir cet outil-là. C'est un terme qui est tellement largement employé, le débriefing psychologique. On entend souvent les intervenants parler de débriefing psy suite à une opération. Puis je vous dirais que malheureusement, c'est à cause de peut-être cette surutilisation-là du terme débriefing et des débriefings psychologiques faits sans nécessairement tenir compte de toutes les bonnes pratiques qui est à la base aujourd'hui de nombreuses critiques par rapport à son efficacité. Depuis quelque temps, par contre, on a redonné les lettres de noblesse au débriefing psychologique. En fait, tout comme le désamorçage, le débriefing psychologique, c'est une démarche en fait qui est d'intervention préventive. C'est donc pas l'objectif de guérir les gens. Alors, quand on fait appel à un travailleur social ou à un psychologue, par exemple, pour faire un débriefing psychologique, c'est pas parce que les gens sont impactés. On veut éviter que les gens soient impactés à nouveau. Alors, quand on fait un débriefing psychologique de groupe, soient pas impactés à nouveau, pardon, mais qu'éventuellement ils le deviennent. Cet outil-là propose une approche qui est très structurée. Alors, il y a des étapes. Les étapes sont très importantes à suivre.
pour optimiser justement cet outil-là. Alors, on ne veut pas bousculer les gens, on ne veut pas non plus les laisser dans les moments les plus émotifs. Alors, on se doit de respecter des étapes. Également, un débriefing psychologique, c'est un outil qui est proposé généralement dans les 24 à 72 heures après les événements. C'est pour cette raison-là que le débriefing psy, c'est un outil qu'on dit post-immédiat. Alors, je vais vous montrer avec la prochaine diapo pourquoi généralement on attend un délai de 24 à 72 heures. Alors, vous voyez ici, je vous ai mis des pots maçons. Alors, qu'est-ce qui se passe là, si mon pot maçon, je le remplis d'eau et je mets du sable à l'intérieur et je le secoue, là. Alors, le sable va se mélanger à l'eau et il va être difficile de voir au travers. Alors, vous voyez complètement le pot maçon de gauche, on arrive à peine, on ne peut même pas voir au travers. Alors, il faut laisser un peu de temps pour que le sable se dépose puis que graduellement la clarté de l'eau se rétablisse. Ainsi, après un délai de 24 à 72 heures, la personne exposée à des événements potentiellement traumatisants, bien, elle a pu se reposer, elle y voit généralement plus clair. Il faut que les individus les personnes qui y participent, en fait, soient capables de s'engager dans un processus d'apprentissage, d'encadrement et d'application des solutions. Également, de ce délai-là va émerger souvent plusieurs questions de la part des intervenants et lorsqu'ils sont en présence d'un intervenant psychosocial, tel un psychologue ou un travailleur social, bien, ils vont l'utiliser ce moment-là pour poser leurs questions. Alors, je vous ramène à la diapo précédente. Alors, un débriefing psy, on fait ça quand? Alors, c'est important de ne pas faire des débriefings psychologiques à toutes les sauces, comme je dis souvent. Généralement, on va réserver ça pour les événements qui sont plus de nature potentiellement traumatisants. Il faut faire en sorte, justement, attention de ne pas déployer un débriefing psychologique pour tous les événements qui sont bouleversants. Parce qu'à long terme, on s'expose à un risque un peu de désinvestissement de la part des participants. Et même les gens vont avoir la difficulté à démêler, ils vont être confus là, par rapport au fait quels sont les événements plus bouleversants ou routiniers de ceux qui sont plus traumatisants ou exceptionnels. Donc, ça va causer un peu, les gens vont être mélangés par rapport à ça. Également, alors là, je vous amène un peu plus loin, alors les objectifs du débriefing psychologique, qu'est-ce qu'on recherche avec ça, le débriefing ici? Bien, tout d'abord, le débriefing psychologique permet de faciliter la verbalisation des émotions et d'intégrer l'événement, si on peut dire ça comme ça, d'une façon supervisée. Donc, ça permet aussi de diminuer le niveau de détresse et l'intensité émotionnelle qu'a suscité l'événement. C'est possible également, pas c'est possible, mais en fait, c'est de normaliser les émotions et de les comprendre. Je dirais que c'est un des objectifs principaux qui est de faire en sorte que les gens voient qu'ils ne sont pas seuls à avoir ces émotions-là et de pouvoir les comprendre également. Par la suite, un débriefing psychologique a aussi comme objectif de prévenir, de diminuer les débordements émotionnels à la suite d'un événement qui est potentiellement traumatisant. De clarifier les faits aussi, parce que des fois, il y a de la mauvaise information qui circule, et d'informer les gens pour avoir un regard objectif sur les faits. Aussi, un débriefing psy permet de renforcer considérablement les liens de solidarité dans le groupe. Un débriefing psychologique, dans le fond, favorise une cohésion au sein du groupe ayant vécu le même événement. Il fait généralement office de soutien social et ce soutien-là social est parfois même plus puissant que le service, pas le service, pardon, mais l'attention qui peut être offerte par la famille, les amis qui n'auraient pas vécu l'événement en question. Un débriefing ici permet en fait de connaître les sentiments des autres et aussi de diminuer l'isolement. Puis, je vous dirais aussi, ce qui est bien dans le débriefing psychologique, c'est que l'intervenant qui l'anime va pouvoir identifier et repérer des gens qui auraient peut-être besoin d'aide supplémentaire et faire une approche peut-être plus individualisée auprès d'eux dans le cadre du débriefing psychologique. Alors, si je poursuis avec d'autres particularités du débriefing psychologique, la participation des gens à un débriefing psychologique se doit d'être volontaire. À aucun moment, on doit obliger un participant, en fait, on doit le contraindre à parler de ses émotions.
ça peut être un bon argument pour amener les gens à vouloir y participer. Puis même, j'ai envie de vous dire, si justement vous craignez, si on vous invite là, à la suite d'un événement à participer à un débriefing psychologique, bien sachez que vous pouvez très bien y être et à aucun moment on va vous obliger à parler. Donc, vous pouvez être assis tout le long de la rencontre, ne pas être obligé de parler, mais vous allez être là au niveau du support social pour vos collègues. Vous allez aussi entendre les autres collègues, ce qu'ils pourraient verbaliser, et ça peut des fois vous rassurer sur certaines questions ou autres. Également, un débriefing psychologique doit être réalisé dans un lieu neutre par rapport à l'événement qui s'est produit. Jamais jamais sur le lieu de l'événement. On peut penser qu'un débriefing psychologique, généralement, quand on a une dizaine de participants, on peut s'attendre à ce que ça dure environ 2 heures, 2 heures et demie, en moyenne. Ça pourrait être moins, ça pourrait être plus aussi. Donc, la durée va varier en fonction du nombre de participants. Puis, comme je dis en général, on parle d'un minimum de 2 heures là, pour à peu près 10 participants. Un débriefing psychologique s'adresse aux intervenants qui sont directement impliqués dans l'événement afin de créer un milieu propice aux échanges puis éviter d'affecter inutilement les autres qui n'ont pas vécu l'événement. Je vous dirais que c'est probablement l'erreur la plus fréquente que j'ai vue, malheureusement. En fait, certaines recherches ont reproché au débriefing psychologique d'intensifier les troubles psychologiques. Et en fait, je peux comprendre, il est certain, si on regarde par exemple une intervention qui se passerait par exemple, dans un poste de police du Québec et pour le débriefing psychologique, on invite tout le personnel à y participer. Donc, par exemple, pas seulement les gens qui ont été impliqués, mais l'équipe de soir, l'équipe de nuit, alors que ça s'est passé sur l'équipe de jour. Malheureusement, il y a un effet de contamination émotionnelle qui va être présent. Alors, les gens n'ont pas besoin d'avoir des détails supplémentaires et effectivement, eux peuvent se retrouver davantage bouleversés qu'ils l'étaient au départ. Donc, la composition du groupe, c'est très, très, très important. C'est pas une émission de télé-réalité où on invite qui veut bien y participer, dans le fond. Les gens doivent avoir un lien direct avec l'événement. Et on a aussi avantage, justement, à regrouper les corps de métier ensemble. Alors, parfois, oui, lors d'événements, on a des policiers avec des pompiers et même des paramédics d'impliqués. Et on a même la répartition aussi. Dans certaines interventions, on a l'ensemble de tous ces types d'intervenants-là, pardon. Et on gagnerait à faire un débriefing psychologique uniquement aux gens de la répartition, par la suite uniquement aux paramédics, uniquement aux policiers, uniquement aux pompiers. Vous avez tous un petit peu, là, je me permets de vous bousculer, là, mais vous avez tous un peu un orgueil qui est bien. Et je pense qu'un policier, par exemple, exprimer ses émotions face à des partenaires comme des pompiers ou des paramédics, on garde une petite gêne, on est moins à l'aise de parler. Alors, quand on garde les groupes ensemble, donc ça permet justement de favoriser l'expression des émotions. Pour les gens qui ne sont pas impliqués dans l'événement, en fait, ils peuvent avoir de l'information, des séances d'information. Souvent, ils désirent simplement savoir, pour les gens impliqués, comment ils vont, comment ils se sentent et quel était l'événement. Alors, on y va plus sous l'angle de séances d'information pour les gens qui n'étaient pas impliqués dans l'événement. Un débriefing ici doit être effectué par un intervenant psychosocial formé pour intervenir dans de telles situations-là. Le plus souvent, on parle de psy ou de psychologues ou de travailleurs sociaux. C'est important de s'assurer que les gens ont reçu une formation qui est rigoureuse et se doivent aussi, ces deux professions-là, donc de par leur ordre professionnel, d'avoir de la formation continue. Donc, l'utilisation abusive, je dirais non contrôlée, des débriefings psychologiques qui ont été faits par des débriefeurs non expérimentés, c'est aujourd'hui, je dirais, à la base de nombreuses critiques encore par rapport à l'efficacité. Alors, il importe qu'un débriefing psychologique ne soit pas animé par un père, ni par un directeur, par exemple, d'une caserne ou d'un poste de police. Je vous dirais, si je fais le comparatif,
Moi, comme psychologue, si j'allais chez vous faire un débriefing opérationnel pour vous dire, alors voici comment vous auriez dû immobiliser l'individu, ou voici comment vous auriez dû pénétrer pour, par exemple, l'incendie, pour contrôler l'incendie, vous diriez, hey, elle se prend pour qui? Je pense que je serais une gérante d'estrade. Alors, si vous faites des débriefings psychologiques, bien, c'est la même chose qui va se produire. Vous n'avez pas la formation pour le faire. Alors, c'est important de laisser ça aux gens là, qui ont une formation pour ça. Parce que si la personne qui le fait, si le débriefeur qui le fait n'est pas expérimenté, bien, les gens pourraient davantage avoir la difficulté à justement limiter, à contenir les réactions émotionnelles des gens, parce qu'ils n'ont pas les outils pour. Alors, c'est souvent une grande question parfois on me pose en formation. Est-ce que j'opte pour un désamorçage ou est-ce que j'opte pour un débriefing psychologique? On vient de voir ces deux outils-là. Alors, en fait, le désamorçage, ce n'est pas un préalable obligatoire au débriefing psychologique. De même que le débriefing psychologique, il ne vient pas obligatoirement après le désamorçage. Alors, ce sont deux outils, deux moyens d'intervention qui sont indépendants les uns des autres. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est impossible de dresser une liste bien précise des événements qui méritent un débriefing psychologique. J'aimerais bien là, vous donner une liste. Là. Voici une liste d'événements et là, oui, on a un débriefing psychologique. Ah, pour ça, on a plutôt un désamorçage. En fait, si je vous dis, par exemple, il ne serait pas adéquat là, que je vous dise, pour chaque enfant décédé, par exemple, ça prend un débriefing psychologique. Aussi, si je prends un incendie qui implique 2 décès à Val-d'Or versus un incendie qui implique 2 décès à Montréal, bien, par exemple, les probabilités que l'intervenant de Val-d'Or connaisse les victimes, est beaucoup plus grande la probabilité que peut-être les pompiers de Montréal, par exemple. Un débriefing serait peut-être peu pertinent à Montréal et davantage à Val-d'Or, hein, on ne sait pas. Donc, il faut se laisser guider par la gravité puis l'intensité émotionnelle qu'a suscité l'événement. Par exemple, un désastre ou un incident qui inclut plusieurs victimes, la mort ou la blessure exceptionnellement tragique d'un enfant, une agression interpersonnelle exceptionnellement violente, une blessure grave d'un membre dans l'exercice de ses fonctions, la mort d'un membre, hein, d'un intervenant dans l'exercice de ses fonctions, ou bien le suicide d'un intervenant aussi de l'équipe, pourrait faire l'objet de débriefing psychologique. Alors, je dis bien pourrait, alors c'est à voir hein, selon les circonstances. Mais ça permet d'avoir quelques repères là, pour se dire quand on doit déployer un débriefing psychologique. Donc, je vous ai parlé du désamorçage, du débriefing psychologique. Je vous parlerai maintenant du débriefing opérationnel. Vous comprendrez que le débriefing opérationnel, j'en ai jamais fait. Hein. Si j'en fais, c'est à des psychologues que je peux en faire. Sinon, je serais une gérante d'estrade, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je vous parle du débriefing opérationnel parce qu'ici, à l'École nationale, il y a toute une équipe qui a travaillé, même en partenariat avec certaines organisations policières, là, pour développer un cours de débriefing opérationnel. Et on m'a donné là, suffisamment d'informations pour que je puisse, justement, dans le cadre de la formation que je donne, survoler ce volet-là. Alors, je vous le présente, ce qu'on m'a rapporté. Alors, qu'est-ce qui est un débriefing opérationnel? En fait, c'est une démarche qui est introspective, formative et préventive. Hein. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais pourquoi le débriefing opérationnel, on entre ça quand même sur le plan psychologique hein, comme outil? Être bien préparé sur le plan opérationnel va contribuer justement sur le plan psychologique parce qu'on va se sentir davantage compétent. Ça va donner de l'assurance justement aux intervenants lorsqu'ils ont confiance là, en leur intervention. Donc, je vous disais que le débriefing opérationnel se veut une démarche qui est plutôt introspective, formative et préventive. Le débriefing psychologique, c'est un outil qu'on peut qualifier de structuré,
parce que, justement, il importe de revoir l'événement dans son intégralité et de façon chronologique pour éviter de cibler uniquement les gestes dont on se questionne. Cette façon de faire, là, justement, d'aller uniquement sur l'endroit où ça a mal été, par exemple, va faire en sorte qu'à long terme, les intervenants vont voir négativement le débriefing opérationnel et ils vont se dire, bon, on va encore se faire dire ce qu'on a fait de pas correct. Alors, ce qui importe, c'est de revoir l'événement avec le début de l'intervention, le milieu et la fin. Alors, on va souligner, oui, cet élément-là a bien été, oui, ça, on a bien fait ça. Oups, là, ici, on aurait gagné à faire différemment. Ah, là, on a bien fait. Et là, oups, on aurait gagné à faire mieux. Donc, c'est pas tout qui a mal été. Alors, c'est important de revoir l'événement au complet. Aussi, dans un débriefing opérationnel, généralement, on le propose après les événements. Toutefois, il s'avère préférable si les événements sont bouleversants, sont stressants ou bien potentiellement traumatisants, de procéder au désamorçage avant, si nécessaire, de faire un débriefing psychologique et par la suite d'y aller avec le débriefing opérationnel. C'est important que les émotions soient abordées avant l'aspect opérationnel. Alors, le débriefing opérationnel va être plus efficace si les émotions ont été liquidées avant. Alors, c'est pour cette raison-là qu'on parle du fait que c'est un outil post-immédiat. Et un débriefing opérationnel s'applique autant lors des tâches quotidiennes que lors des événements qui sont stressants, bouleversants ou potentiellement traumatisants. Ça a toujours sa place de pouvoir offrir une introspection ou une formation un peu continue. Alors, si je poursuis avec quels sont les objectifs qu'on recherche avec le débriefing opérationnel, tout d'abord, un débriefing opérationnel vise à faire prendre conscience à l'intervenant des écarts entre les gestes qui ont été posés et ceux qu'on recherche, ceux recherchés. Ça a l'objectif, en fait, d'améliorer les pratiques et les compétences. Et ça permet aussi, il est également possible à la suite d'un débriefing opérationnel de dégager des recommandations. Ça permet une sorte d'amélioration continue, une forme d'amélioration continue. Je vous dirais que la partie recommandations, ce qu'on m'expliquait, c'était souvent l'endroit où les gens n'allaient pas. Ils font des débriefings opérationnels, vous faites des débriefings opérationnels, mais la partie recommandations manque. Alors, l'équipe qui sont intervenus, eux, ont vu les bonnes pratiques à faire pour la prochaine fois, mais ils ne vont pas diffuser la bonne nouvelle, si je peux dire ça entre guillemets, aux autres équipes. Alors, lorsque eux-mêmes seront confrontés à des événements similaires ou des cas de figure un peu similaires, bien, ils vont avoir les recommandations et ils vont peut-être éviter justement de se retrouver avec des gestes, des interventions qui répondent moins à l'attente à ce moment-là. Donc, je reviens maintenant avec les particularités. Alors, quant aux caractéristiques, aux particularités, bien, la participation des gens à un débriefing opérationnel en groupe, bien qu'elle soit volontaire, elle est fortement conseillée. Il importe d'avoir les réponses à ces questions pour ne pas répéter les erreurs commises. Alors, c'est important que tout le monde y participe, mais ce qu'on m'expliquait, c'est que c'est bien de ne pas forcer les gens non plus. Peut-être plus y aller sur le plan individuel pour les gens qui sont plus rébarbatifs, par exemple. Un débriefing opérationnel doit être réalisé dans un lieu neutre, c'est-à-dire qu'il n'est généralement pas réalisé pendant l'événement, alors donc sur le lieu de l'événement. Parfois, oui, il peut y avoir des simulations après sur le terrain, alors c'est possible. De façon générale, revoir dans l'intégralité un événement dans le cadre d'un débriefing opérationnel, on peut penser à une moyenne de 60 à 90 minutes. Bien sûr, il y a des débriefings opérationnels qui peuvent prendre 5 minutes, surtout si c'est un événement plus tiré de la routine. Mais lorsqu'on est dans un événement d'une intensité, peut-être comme un événement potentiellement traumatisant, alors on peut penser à cette moyenne-là de 60 à 90 minutes. Le débriefing opérationnel, bien, lui, comparativement aux deux autres outils préalablement abordés, s'adresse aux gens qui sont directement ou indirectement impliqués. Donc, revoir les bonnes pratiques peut être bénéfique pour tout le monde. Revoir les pratiques, en fait, on pourrait ça pourrait être pertinent de regrouper les gens qui sont directement impliqués en premier lieu,
et par la suite en second lieu. Et finalement, un débriefing opérationnel peut être réalisé par un pair. Idéalement, on va avoir une personne, un superviseur, une personne qui a des compétences et de la crédibilité pour animer ce type de débriefing opérationnel-là. Les comportements, en fait, je vois là qu'il reste peu de temps. J'arrive justement à la fin de la présentation. Donc, en terminant, en fait, ce que je veux attirer votre attention, c'est, en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il existe plusieurs outils lorsqu'on est impliqué dans un événement qui est bouleversant, qui est stressant ou potentiellement traumatisant. En fait, le problème, c'est souvent l'ouverture à les consulter, à les demander. Et aussi, des fois, c'est la disponibilité. On ne se fera pas de cachette. Parfois, c'est difficile d'avoir les intervenants aussi. Pour augmenter, en fait, l'ouverture puis diminuer les résistances, c'est important à la suite de ces événements-là de normaliser les émotions et les réactions. Je vous dirais que c'est la bonne pratique à avoir. Il y a plusieurs années, là, à l'époque, les plus vieux intervenants parmi vous pourront le dire, à l'époque, on avait plutôt tendance à minimiser les émotions. Ça fait partie de la job, on n'a pas à se plaindre, même la crainte d'être jugé par les autres, qui existe encore aujourd'hui. Et peut-être des fois actuellement, on peut aussi avoir tendance à vouloir dramatiser, à voir du potentiellement traumatisant partout, par exemple. En fait, retenez que c'est ça que la bonne approche, c'est plutôt de normaliser. Il n'y a pas de diagnostic vraiment qui peut être offert, je vous dirais, tout de suite là, lors de l'événement à une personne qui est impactée. Oui, on peut lui dire qu'elle est en état de choc, mais il va falloir lui laisser le temps de voir si l'événement il est capable de le résorber, si justement l'événement va pouvoir si oui ou non, elle va s'adapter à cet événement-là. Avant de terminer, je voulais vous dire, je vous ai dit d'emblée le lien avec les formations que je donnais. À l'École nationale, on a justement 4 types de formations. Si certains d'entre vous veulent aller plus loin, alors on propose ces 4 types de formations-là. Alors, on a une formation qui s'adresse, une formation d'une journée qui s'adresse spécifiquement au directeur, au cadre, aux ressources humaines. Donc, on va plus loin là, sur ce sujet-là, c'est certain. Il y a aussi une formation qui s'adresse aux superviseurs qui est de 2 jours. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet dans ces 2 jours-là d'être capable de faire un désamorçage. Et on a aussi une formation pour les intervenants de 8 heures pour une journée. Et il existe aussi des séances d'information. Bientôt, on va offrir aussi plusieurs formations en ligne. Et actuellement, on a un beau partenariat avec la CSAQ, qui au niveau paramédic au Québec. On travaille justement à mettre en place une formation, elle est actuelle, elle est disponible, une formation en ligne pour les paramédics. Alors bientôt, il va y avoir aussi une formation en ligne pour les répartiteurs, les pompiers, les policiers, alors on s'en va vers là. Et les formations dont je vous parle sont accessibles et sont adaptées aussi pour chacun des corps de métier que vous voyez là, que vous avez là. Alors, autant la répartition, autant les RMU, autant les policiers, les pompiers et les paramédics. Et pour terminer, je vous ai mis aussi mes coordonnées. Alors, si vous aviez des questions, je sais qu'il y a une période de questions, mais s'il y avait des questions qui vous venaient, qui vous apparaissaient plus tard, alors vous pourriez me contacter sans problème. Alors, je vous ai mis mes coordonnées si vous voulez me parler directement à moi à ce moment-là. Alors, pour ma part, ça compléterait. Je serais rendue à la période de questions ou de commentaires. Donc, je te redonne la parole, Samuel. Oui, merci beaucoup, Josée. C'était vraiment une présentation bien détaillée. Surtout, je pense que ça a donné une bonne aperçu, permis de différencier plutôt les différents aspects de la prévention et surtout, comme tu mentionnais, le debriefing, le diffusing. On entend souvent les différents termes qui, je pense, sont confondus. On les interchange souvent, puis c'est important de reconnaître les objectifs spécifiques à chacun.
Donc, avant de continuer, je voulais juste rappeler les gens qu'il est possible de poser des questions dans la fenêtre à la droite en bas. Tout comme tout à l'heure, je continue à filtrer les questions, puis je vais pouvoir les poser dans l'ordre avec le temps qui nous reste. José, je me remarquais, puis j'entends souvent dans les discussions avec les premiers intervenants qu'on parle, il y a un peu une tension, si on veut, entre l'idée que le debriefing ou la ventilation émotionnelle est importante, l'aspect que c'est important d'avoir des premiers soins psychologiques. Puis là, on remarquait dans les différentes options, soit le debriefing opérationnel ou psychologique, que c'est une fine ligne, si on veut, entre le rendre obligatoire et ne pas nécessairement forcer les individus à participer. Donc, comment composer avec ces tensions-là? Puis je pense que tu as élaboré, mais je voulais quand même pousser la discussion parce que c'est une question ou un contexte qui revient souvent. Oui, en fait, je vous dirais, quand on oblige une personne à y aller, on ne sait pas cette personne-là, son état psychologique, comment elle est. Est-ce qu'on va aggraver sa situation? Est-ce qu'on va aussi la rendre défensive? Et aussi, est-ce qu'elle pourrait, dans son état, venir un peu comme contaminer négativement hein, le groupe? Alors, c'est un peu pour ça qu'on ne suggère pas d'obliger. Toutefois, ce que je dis aux organisations, aux directeurs, quand je les forme là-dessus, je leur dis, bien, n'hésitez pas à leur dire qu'ils ne sont pas obligés de parler, mais ne serait-ce d'être présents et miser sur la solidarité dans le groupe. Vous avez vécu ce moment-là ensemble, cet événement potentiellement traumatisant-là ensemble, bien, soyez-y, toute l'équipe ensemble. Et je sais qu'une personne, même si j'ai une personne qui n'aura pas parlé du tout de la rencontre, bien, dans le débriefing psychologique, oui, elle va avoir entendu ses pairs parler, fort probablement que sur, par exemple, s'ils sont 10, fort probablement que sur les 9 autres qui ont parlé, il y a quelque chose qui va faire en sorte de dire, oui, moi, ça ressemble un peu à ça. Et dans un débriefing psychologique, on donne beaucoup d'informations aussi à la fin hein, sur les réactions normales à avoir, puis pourquoi qu'on peut faire des cauchemars, puis pourquoi que c'est normal s'il y a des flashbacks qui apparaissaient à la suite et quand on peut commencer à s'inquiéter. Il y a beaucoup d'informations. Alors, la personne, c'est sûr que c'est un plus-value d'y être. Bon, moi, je suis pas objective quand je parle de débriefing psychologique, c'est sûr, mais bon, on n'oblige pas, mais on pourrait fortement le recommander et je serais portée à dire aux gens de les mobiliser là, à pouvoir y être. Donc, les obliger, comme je disais, on pourrait être confronté aux considérations que j'ai nommées. Je ne sais pas si ça répondait à la question, M. Brault. Oui, très bien. Je pense que vous avez soulevé justement l'importance tout l'aspect du partage d'informations, puis la normalisation des réactions, pas nécessairement l'importance de ventiler émotionnellement, mais tout de moins d'entendre et de se faire rappeler que c'est normal de se sentir d'une certaine façon, c'est toujours bien aussi. Justement, sur cette note-là, José, on parlait de l'importance, surtout dans le debriefing psychologique, de l'importance des qualifications, de l'expertise des fournisseurs de services. À ta connaissance, est-ce qu'il y a des outils ou est-ce qu'il y a des moyens de filtrer pour s'assurer que les personnes qui fournissent ces services-là, les intervenants, soient bien formés pour que ça se fasse d'une façon saine et sécuritaire? Oui, c'est très important que les gens aient l'expertise. On m'a rapporté, certaines organisations policières m'ont rapporté certains débriefings psychologiques et la personne était peut-être un peu mal préparée, par exemple, et ce que ça a fait, c'est que ça a amené beaucoup de méfiance et ça a fermé beaucoup les portes sur tout ce qui était aide psychologique. Donc, c'est important d'avoir les bonnes personnes, vous le soulignez bien, M. Brault. En fait, moi, je vous dirais, j'ai pas de liste comme telle, mais chaque fois que je désire aller voir des expertises chez des confrères, des psychologues, des travailleurs sociaux, par exemple, via l'Ordre des psychologues du Québec, autant par téléphone ou sur le site Internet de l'Ordre des psychologues du Québec,
Même d'ailleurs, quand on cherche un psychologue sur le plan personnel, il y a un onglet pour le public et dans cet onglet-là, on indique notre région, on indique l'âge demandé, par exemple pour les adultes, on coche les adultes et il y a un menu un peu déroulant. Là. Vous pouvez introduire la raison, le pourquoi. Alors, les interventions en situation de crise peuvent être cochées, donc l'état de stress post-traumatique peut être coché et autres. Et on fait rechercher. Et lorsqu'on a fait le rechercher, il y a une liste d'intervenants dans notre région qui ont cette spécialité-là. En passant par l'Ordre des psychologues du Québec, ce que ça vous assure, c'est que la personne, si l'expertise ressort, son nom ressort, c'est sûr qu'elle a l'expertise, parce que chaque année, on doit renouveler notre membership, on doit renouveler notre ordre, et on doit faire la preuve que l'expertise pour laquelle on coche, on la maîtrise. Donc, ça protège le public, en fait, que la liste qui va sortir, bien, si tel nom ou tel nom est là, si cette personne-là, en tout cas, elle a fait la formation pour pouvoir faire ça. Je ne sais pas si ça répond? Oui, des très bonnes précisions. Puis, je remarquais parmi les commentaires ou les questions ou les commentaires des participants que les organisations comme le CLSC au Québec, justement, peuvent fournir ces services-là, c'est ça? Oui, effectivement. Puis moi, d'ailleurs, d'entrée de jeu, quand vous m'avez présenté, moi, je travaillais pour un C3S anciennement. Maintenant, c'est les CIUS. Et je travaillais pour un CLSC, en fait, là, un centre de santé. Et étant membre de la garde psychosociale, bien, en fait, c'est ça, j'étais rattachée. Alors oui, ils peuvent très bien le faire. Il y a aussi des centres de crise du Québec qui peuvent, certains peuvent offrir ce service-là. Alors, c'est d'autres pistes aussi là, pour le faire. Alors, c'est souvent des gens même qui sont intervenus dans les C3S, qui sont intervenus sur le terrain avec des partenaires comme les policiers, des paramédics ou même les urgentologues également. Excellent. Puis ailleurs, dans d'autres provinces, les CLSC, c'est l'équivalent d'un centre de service régional, si on veut, pour les soins de santé. Donc, on vous encouragerait de vérifier auprès de vos fournisseurs de services de santé pour voir quel service similaire pourrait être offert dans votre province. Je voulais rappeler aux participants que, bien sûr, une copie PDF des diapositives ainsi que de l'enregistrement du webinaire seront disponibles d'ici 2 semaines sur le site web de la Commission. Donc, on vous encourage de revenir. Si, entre-temps, vous avez besoin d'avoir accès avant, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel ou à Mme Bergeron et ça nous fera plaisir de partager. Prochaine question, j'en ai quelques autres, donc entre-temps, s'il y a d'autres participants, n'hésitez pas à nous faire parvenir les questions. Madame Bergeron, j'entendais de certaines organisations qui ont commencé à incorporer une autre sorte de debriefing qui s'offre plus informellement, soit par l'entremise du soutien par les pairs. En anglais, on dirait peer support. Dans quel contexte est-ce que ça pourrait être complémentaire aux initiatives que vous avez parlé aujourd'hui? Puis est-ce que ça peut être un outil qui s'ajoute? Est-ce que vous offrez même des services à cet égard? En fait, la formation, celle que je vous ai présentée pour intervenant d'une journée, vise on regarde les rôles et responsabilités entre collègues lorsqu'on est impliqué dans des événements. Alors, on l'aborde. Je sais que oui, on parle souvent de la formation justement de pairs aidants. Je trouve que l'idée, elle est bien, puis même les pairs qui sont sélectionnés, je pense que c'est bien, mais il faut faire attention à certaines choses. La sélection de ces pairs-là, c'est très important. On doit avoir des gens qui ont une bonne stabilité psychologique parce qu'eux se retrouvent à être exposés encore davantage, je dirais, à de la verbalisation de leurs collègues. Donc, puis eux-mêmes sont sur le terrain, alors il faut prendre soin d'eux, il faut bien les sélectionner, mais aussi il faut leur donner beaucoup d'outils pour leur permettre de le faire et de ne pas être épuisés eux-mêmes. Ça, c'est très important. Et un père aidant peut être une personne aussi qui viendrait prendre une formation en désamorçage. Je pense que ça peut être un complément, ça peut s'ajouter, ça peut être présent. Alors, c'est pas quelque chose que je pourrais dire, je suis pas contre non plus, puis je trouve que les pères aidants va vraiment avec l'approche
Plusieurs recherches dernièrement ont statué que le support des collègues était même une approche là, qui était un des facteurs de protection les plus importants. Donc, c'est sûr qu'on ne pourra jamais être contre l'idée de parents aidants, c'est très bien. Mais j'amène toujours, quand les gens m'en parlent, je leur dis toujours c'est bien, mais il faut penser mettre en place des mécanismes pour sélectionner ces parents aidants-là, pour mettre les bonnes personnes hein, comme parents aidants, mais aussi mettre en place des moyens pour faire en sorte que puisqu'ils se retrouvent davantage exposés que même leurs collègues, de mettre en place des mécanismes pour les protéger là, sur le plan psychologique, pour ne pas les user prématurément. C'est important. De très bonnes précisions, surtout le fait que, puis je pense que c'est une valeur qui s'applique à tous les programmes, mais c'est l'idée d'avoir un cadre qui supporte ce programme-là pour s'assurer que c'est fait de façon transparente, mais saine et sécuritaire, tout aussi bien pour le participant que pour la personne qui fournit le service. Et si je peux me permettre... oui, allez-y. Excusez-moi Samuel, si je peux me permettre, c'est sûr que le père aidant ne pourra pas faire de débriefing psychologique. Hein. C'est pas un intervenant psychosocial, c'est pas un psychologue, mais il pourrait faire un désamorçage, par exemple, juste pour être sûr qu'on comprenne bien la nuance. Je suis désolée de devoir couper. Ah non, c'est une autre très bonne précision, puisqu'on entend souvent qu'il peut y avoir de la confusion entre les distinctions qu'on doit maintenir entre ces différents programmes-là, puis de ne pas nécessairement avoir recours à un père aidant, par exemple, pour fournir le service à travers tous ces différents programmes-là. Chacun a son rôle à jouer, oui. Si je comprends bien. Oui. Et puis, plus tôt dans la présentation, Mme Bergeron, vous mentionnez que c'est important de remarquer et de faire attention aux strates hiérarchiques, de ne pas nécessairement vouloir les mélanger. Est-ce que vous pourriez élaborer, puis je pose la question parce que ça a suscité quelques commentaires des participants durant cette section-là. Je m'excuse, le début de votre phrase, ça l'a coupé. Pouvez-vous me répéter la question? C'est-à-dire qu'il y a certains participants qui ont été curieux lorsque vous avez mentionné qu'il est important de remarquer les strates hiérarchiques au sein d'une organisation lorsqu'on fait un débriefing opérationnel ou psychologique. Pourriez-vous élaborer sur cette importance ou cette distinction-là que vous aviez fait? Oui, bien en fait, c'est pas tant les strates hiérarchiques, c'est plutôt les mêmes corps de métier ensemble. C'est peut-être une précision que je peux apporter. Ce serait pas mauvais que de mélanger les gens. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'ils ont été exposés, en tout cas dans les bonnes pratiques, là, qu'ils ont été exposés au même niveau de l'événement. Alors, si on prend, dans le cadre, par exemple, d'un événement potentiellement traumatisant, peut-être que les policiers ont eu peur pour leur vie dans l'intervention et on a aussi d'impliquer peut-être des policiers qui, eux, ont fait le périmètre de sécurité et on a aussi des paramédics qui, eux, sont arrivés justement pour prendre en charge les victimes. Je ne serais pas portée à mettre les policiers qui ont intervenu pour la périmètre de sécurité avec les policiers qui, eux, ont craint pour leur vie au moment d'entrer, par exemple, sur la scène. Je serais portée à faire des groupes séparés. Pas dans l'objectif de dire, lui, il est davantage impacté que l'autre. Pas du tout. C'est simplement pour éviter de contaminer émotionnellement les gens inutilement. Je pense que la personne qui est au périmètre a, oui, ses émotions à ventiler, mais d'entendre qu'un policier a craint pour sa vie puis que toutes les émotions qui ont été rattachées au moment d'entrer, par exemple, dans la pièce, peut-être que ça va transmettre une charge émotive à la personne qui était, par exemple, le policier sur le périmètre. Alors, c'est pour ça que c'est important, même à l'intérieur d'une profession, si on pense à des policiers, de faire en sorte qu'eux soient regroupés ensemble, mais regroupés en termes de niveau d'exposition. Et on a aussi les paramédics qui, eux autres aussi, c'est très important qu'ils bénéficient, si c'est pertinent là, selon l'événement, mais à un débriefing psychologique. Donc, eux aussi vont l'avoir, mais en second lieu. Et par expérience, je vous dirais que les gens vont avoir peut-être plus de facilité à verbaliser lorsqu'ils sont avec avec leurs collègues de travail, plutôt qu'avec une présence de partenaires.
Même moi, spontanément, on me demanderait de faire un débriefing psychologique avec un partenaire de travail, une autre organisation. Bien, on garde toujours une petite gêne. Hein. C'est ce qu'on dit, on a notre fierté, mais on a aussi, on est mal à l'aise parce qu'on a le milieu, le climat est peut-être moins favorable à pouvoir échanger et à se livrer à ce moment-là. Alors, pour un peu toutes ces raisons-là. Mais au niveau hiérarchie, c'est pas, on peut pas dire on met les intervenants ensemble, on met les officiers ensemble. Donc, si les officiers sont intervenus au même niveau puis avec la même intensité que par exemple son patrouilleur ou son policier, bien, il pourrait faire partie du débriefing aussi psychologique. Puis en même temps, chaque organisation, parfois, bon, il y a des liens, des gens vont dire, bien, nous, on préfère les officiers à être entre nous. Parfois, d'autres vont dire, on préfère que ce soit juste les intervenants, mais on ne veut pas d'officiers. Donc, il y a des particularités propres à chaque organisation. Et je pense que le psychologue ou l'intervenant social qui viendrait faire chez eux là, un débriefing ici pourrait écouter ces besoins-là, ces attentes-là et voir là, au plus-value de mettre les gens ensemble ou non. C'est à discuter. Pour pousser la note un peu plus loin, puis j'imagine qu'il y a quand même un aspect aussi, peut-être à savoir s'il y a un certain niveau de stigmatisation, par exemple, qui existe dans une organisation, ça pourrait peut-être rendre les employés un peu inconfortables à partager leurs émotions, par exemple, suivant un événement critique. Mais est-ce qu'il y aurait de la recherche qui démontre ou selon ton expérience, qu'un participant soit plus apte à partager en la présence ou l'absence de son supérieur? Moi, en fait, ce que je retiens, là, c'est il y a des recherches qui disent que lorsque des gens sont impliqués dans des événements potentiellement traumatisants, le support de leurs collègues, mais aussi de leurs superviseurs, plus il était fort et mieux ça protégeait au niveau des impacts là, éventuels d'un état de stress post-traumatique. Alors, je prends pour acquis que si je me base là-dessus, que de nombreuses recherches ont donné ça comme résultat, bien, je me dis que l'objectif du débriefing psychologique est de favoriser le soutien social entre les collègues. Si le supérieur, entre autres, s'assoit en disant « moi, je suis là pour surveiller » ou « je suis là à titre de simplement vérifier que tout se passe bien » et qu'il n'a pas vécu l'événement, c'est pas, je le conseillerais pas parce qu'à ce moment-là, la personne devient une personne non impliquée. Alors oui, elle peut se faire contaminer émotionnellement, mais aussi les gens peuvent avoir peut-être de la difficulté à ventiler dans ces moments-là et à avoir peur là, d'être stigmatisé, par exemple. Mais si... je pense qu'on ne peut pas le voir comme étant une seule réponse à ces questions-là, mais il faut voir, je ne serais pas fermée, moi, à faire un débriefing psychologique avec en place un directeur de poste de police qui lui-même a mis la main à la pâte lors de l'intervention puis qui est impliqué au même niveau que son équipe. Ça ne me dérangerait pas, sauf qu'il n'est pas présent en titre de directeur, il serait présent en titre de participant qui lui aussi doit ventiler sur ses émotions. À la limite, il peut montrer l'exemple. Et un autre exemple, un autre cas de figure, on aurait par exemple un directeur d'un poste de police qui dit « Moi actuellement, c'est tendu chez moi comme atmosphère, comme ambiance, je préfère ne pas y être, moi j'irai consulter individuellement, je préfère laisser mon équipe là plutôt qu'être présent parce que je sais que c'est tendu actuellement dans nos conditions de travail ou autres, par exemple, donc je préférais m'abstenir. » Ça, c'est toutes des choses qui se discutent, là, qui peuvent se voir. Mais comme je disais d'emblée, je prends pour acquis les recherches disent que le support de collègues et de superviseurs, c'est un facteur de protection là, dans l'objectif de ne pas développer un état de stress post-traumatique. Et le débriefing psychologique vise justement le support des pairs, le support social. Donc, il y a toujours des cas de figure hein, et des mais, là. Oui, mais on pourrait imaginer dans une vision à long terme où les supérieurs sont présents de façon consistante, que ça pourrait vraiment bâtir une culture de soutien qui est démontrée par la présence continuelle, tant sur le terrain que dans les sessions de debriefing suivant les événements traumatiques.
Bien, effectivement, je veux dire qu'un officier s'assoit avec son équipe, puis on fait un travail d'équipe. Si l'officier s'assoit, c'est parce qu'il a été exposé lui aussi. Alors, il peut très bien montrer l'exemple, puis pas parce qu'on est officier qu'on est à l'abri d'avoir des réactions ou des émotions. Alors, il peut très bien démontrer l'exemple et il peut créer pour l'avenir aussi. Effectivement, vous le nommez très bien, il peut créer pour l'avenir une belle consolidation d'équipe, là. Et les gens peuvent le voir justement comme, avant d'être un officier, c'est un être humain aussi. Hein? Il peut avoir cet effet-là aussi. De rendre plus humain, dans le fond. Oui, aussi. Sur une note un peu plus technique, puis j'imagine qu'il y en a plusieurs dans l'espace qui sont curieux. On voudrait savoir si vous aviez une référence ou un point de référence sur l'efficacité de ces pratiques à partager pour les gens qui sont curieux d'approfondir leurs connaissances sur les données, sur les impacts, parce que ça pourrait justement aider à bâtir un bon business case à l'interne. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. C'est-à-dire, il y avait une participante qui demandait si il y aurait des références scientifiques sur l'efficacité des pratiques, sur les impacts positifs d'avoir en place un programme de debriefing, par exemple. Est-ce qu'il y aurait un ou deux points de référence scientifiques que vous recommanderiez? En fait, j'ai une recension complète là, de recherche. C'est sûr que c'est pas quelque chose. Oups, ça a coupé. C'est sûr que c'est pas quelque chose que je diffuse parce qu'en fait, c'est tout le travail de des formations qu'on a montées. Mais je vous dirais, j'aime bien comme livre là, qui peut être quelqu'un qui désire d'aller plus loin. Éric Desoir, il a écrit 2 beaux bouquins. J'aime bien à ce niveau-là. On a aussi Stéphane Gay sur le stress post-traumatique qui pourrait osciller davantage là-dessus. Mais c'est sûr que je ne fournirai pas là, une liste détaillée de toutes les références. En fait, là, je vous donnerai ces 2 principaux-là, là, surtout Éric Desoir. Et à l'intérieur, on retrouve beaucoup, lui, il va parler beaucoup du désamorçage, du débriefing psychologique. Et à l'intérieur, on a aussi plusieurs références que les gens pourraient trouver. Excellent. Non, c'est parfait. C'était un peu ça que je voulais, s'il y avait un livre ou une piste à laisser pour les gens qui veulent approfondir suivant le webinaire. Donc, c'est excellent, Mme Bergeron. Mais dites comme ça, là, c'est les 2 noms qui me viennent, là. Bien, sur ça, je désire profondément te remercier, Mme Bergeron, de ton temps, ton expertise. Je pense que ça l'a vraiment valu juste par les commentaires que je vois filer, puis on va le voir à la suite. Mais évidemment, on vous inviterait, chers participants, à répondre au questionnaire qui se présentera lorsque vous quittez la session webinaire. Vos réponses nous aident à évaluer l'impact de nos webinaires, puis à obtenir des idées dans les présentations futures, comme inviter quelqu'un d'aussi bonne comme Mme Bergeron. Donc, encore une fois, Mme Bergeron, merci beaucoup et merci à vous, chers participants, d'avoir pris le temps de nous joindre aujourd'hui. Encore une fois, on a enregistré la session webinaire qui sera archivée sur notre site web d'ici les prochaines semaines. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi ou avec Mme Bergeron qui a partagé ses coordonnées. Et puis, sinon, on espère vous revoir dans une session future de webinaire. Merci beaucoup.